Que serais-tu devenu si tu avais grandi en pleine forêt tout seul? Bienvenue chez Monsieur le Professeur, où je vais te parler d'un film ultra classique mais ultra utile et pertinent pour réfléchir à tout un tas de problèmes philosophiques. Bienvenue chez Monsieur le Professeur, une chaîne éducative qui propose des vidéos en français, philosophie, histoire, géographie, ainsi que des cours particuliers en ligne donnés par de vrais passeurs de savoir, des professeurs compétents et passionnés. Le film en question est L'Enfant sauvage, chef-d'œuvre de François Truffaut sorti en 1970. Certes, c'est un film en noir et blanc, mais ce grand film est toujours capable de nous bouleverser, car il raconte une histoire tragique et véridique qui nous touche tous, celle de Victor, l'enfant de la forêt. En effet, le film raconte l'histoire vraie qui s'est déroulée au début du 19e siècle en France. Et comme tu vas le voir, les deux personnages principaux, l'enfant et le docteur Itard, qui l'accueille, ont réellement existé. Le film reprend d'ailleurs des éléments directement tirés du livre écrit par le docteur Itard et relatant les faits qui se sont produits. Alors, quelle est l'histoire de ce fameux enfant sauvage? Et quelles leçons tirer de cette existence si particulière décrite par le film? Nous sommes en France en 1800, dans le département de l'Aveyron, couvert de vastes forêts et parcouru de nombreux cours d'eau. Tout semble normal jusqu'à ce qu'une paysanne tombe sur un être jamais vu. Elle découvre un enfant nu, couvert de terre et s'exprimant à travers des grognements indistincts, aux ongles comme des griffes, se nourrissant de racines et se déplaçant à quatre pattes. Un être ni simplement animal, ni parfaitement humain. Comme tu l'imagines, la stupeur va l'emporter sur nos villageois de la campagne française devant cet être à première vue monstrueux, mi-homme, mi-animal. D'un côté, cet enfant semble bel et bien appartenir biologiquement à la même espèce que la nôtre, l'humanité, mais de l'autre, il ne se comporte en aucune façon comme un être humain. D'ailleurs, l'enfant sera traqué jusqu'à son terrier puis capturé comme une bête sauvage par des chasseurs. La légende est née, celle de l'enfant sauvage de l'Aveyron. Pourquoi le qualifier d'enfant sauvage? En français, le terme sauvage est dépréciatif, c'est-à-dire qu'il permet de critiquer et de disqualifier une personne en l'animalisant, en la rabaissant au statut d'animal, comme s'il était possible de déchoir de son statut d'être humain. Le mot sauvage vient du latin silva, qui veut dire forêt. Le sauvage est donc prisonnier de la forêt et donc de la nature. Le sauvage n'est pas proprement civilisé, il n'est pas complètement humain. Il vit à l'écart de la civilisation. Mais c'est précisément cela qui va passionner le docteur Itard. Celui-ci est à Paris lorsqu'il entend parler du cas de l'enfant sauvage. Le docteur est persuadé qu'il pourra étudier l'humanité véritable, celle qui existe antérieurement à toute culture et indépendamment de toute éducation, puisque cet enfant n'a visiblement jamais été en contact avec d'autres êtres humains. Si je pouvais faire venir cet enfant à Paris, il me serait possible, en l'examinant, de déterminer enfin quels sont le degré d'intelligence et la nature des idées d'un adolescent, privé dès son enfance de toute éducation pour avoir vécu entièrement séparé des individus de son espèce. L'ambition du docteur Itard s'inscrit dans la lignée du philosophe Jean-Jacques Rousseau, célèbre penseur des Lumières. Rousseau décrit dans son discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes ce qu'il nomme l'état de nature, l'état naturel de l'homme avant la civilisation. En fait, le but de Rousseau est de dénoncer tous les méfaits de la civilisation moderne, inégalité économique, culte de l'égoïsme, conflits en tout genre, malheur généralisé. Contre cela, Rousseau va donc théoriser l'état de nature, c'est-à-dire l'état plus sain et plus naturel dans lequel se serait trouvée l'humanité s'il n'y avait pas justement eu de civilisation et de progrès technique. Pour Rousseau, sans civilisation, l'humanité serait paradoxalement plus heureuse et se comporterait de façon à respecter spontanément la morale. L'homme au naturel est chez Rousseau doux, patient. Il se contente de peu, il ne convoite pas le bien des autres individus, il vit paisiblement sans se soucier des autres. Mais comme Rousseau l'indique lui-même, l'état de nature n'est qu'une idée impossible à vérifier.
C'est pour cela que le docteur Itard va voir dans l'enfant sauvage une occasion en or de vérifier l'hypothèse rousseauiste. Comment pense et se comporte cet enfant qui n'a jamais connu l'influence des autres hommes? Voilà donc l'enquête qui débute lorsque l'enfant est amené de force à Paris. Tu n'as pas besoin de prendre en note mes explications. Retrouve-les en intégralité dans un fascicule numérique sur le site internet Monsieur le Professeur. Ça te permettra de réfléchir à tête reposée sur un support écrit. Il y a aussi de très nombreux conseils méthodologiques et des sujets traités. Pour étudier l'enfant et l'assimiler à notre civilisation, celui-ci va d'abord être interné à l'Institut des sourds et muets, comme il ne sait et ne peut parler. Dans une scène choquante, mais sans doute fidèle à l'esprit de l'époque, l'enfant est donc étudié sous toutes les coutures. Taille 1m39. Je dois avoir 11 ans. Peut-être 12. La peau fine, de couleur foncée. Le visage ovale. Yeux noirs. Traité comme un animal par les médecins, l'enfant sauvage est considéré comme une attraction scientifique. Mais que lui manque-t-il pour être pleinement considéré comme humain? Sûrement la parole, ou plutôt la maîtrise du langage. L'enfant est enfermé dans une forme de mutisme. Il ne s'exprime que par onomatopée puisqu'il n'a jamais été socialisé et a toujours vécu isolé. La question du langage est cruciale, puisque le langage constitue la barrière la plus cruelle qui sépare Victor des autres hommes. D'ailleurs, Victor n'est pas véritablement un sourd et muet, car les sourds et muets peuvent très bien s'exprimer dans une langue non écrite, mais langue quand même, la langue des signes, ce que Victor n'arrive pas à faire. Ah oui. Ah, t'es là? Allez, viens. T'as de la visite. La belle visite. Parce qu'ils ont, les Parisiens. Ils veulent tous te voir. Cet obstacle paraît alors insurmontable. L'enfant a bien l'air radicalement différent, incapable de maîtriser la faculté du langage sous quelque forme que cela soit. C'est pour vaincre cette résistance de la nature dans l'enfant que le docteur Itard va décider de s'en occuper lui-même et de l'accueillir pour en faire un humain comme les autres, tout aussi savant et bavard. Le docteur Itard va donc entreprendre de recommencer depuis le début l'éducation de l'enfant sauvage, qui va enfin recevoir un prénom, Victor. Victor va devoir apprendre à mettre des vêtements, à se tenir droit, à ne plus manger avec ses mains. Assiste-t-on à une véritable éducation? Regarde bien cette scène où le docteur essaie de stimuler l'intelligence de Victor. Tiens, je vais te montrer quelque chose. Voilà, tu vas chercher tout seul. Je m'efforce de capter son attention par quelques amusements qui ont du rapport avec les besoins digestifs. Très bien. Comme tu peux le voir, ce système d'apprentissage semble davantage relever du dressage que de l'éducation. L'éducation suppose le dialogue avec l'enfant qui doit comprendre dans quel but il est éduqué et pourquoi cela est dans son intérêt. Le dressage, à l'inverse, permet de manipuler le comportement des animaux en répétant les mêmes sanctions ou les mêmes récompenses. L'animal ne comprend pas véritablement le but du dressage. Il est dressé dans l'intérêt du maître à l'aide de signaux qui déclenchent des réactions automatiques. L'animal dressé répète instinctivement des actions sans forcément comprendre le sens ou le but. En l'occurrence, le docteur Itard semble être obligé de dresser Victor à se comporter comme un être humain par imitation. Il ne peut guère vraiment l'éduquer à devenir pleinement et consciemment un être humain. Mais comment Victor va-t-il pouvoir être dressé à parler alors que justement le langage implique une forme authentique de compréhension? C'est tout le problème de la dernière partie du film qui porte sur l'éducation-dressage de Victor. Certes, Victor a fait des progrès grâce à toutes les méthodes qu'invente le docteur Itard pour initier Victor au langage. Tiens, Victor, accroche les objets. Bien, Victor, c'est très bien. Tiens. Bois. Mais cette façon de communiquer en reliant des objets à leur dessin ne relève pas véritablement du langage. En effet, lorsque le docteur Itard abandonne les dessins et passe aux mots,
Victor semble perdu et bloqué. Encouragé par nos premiers succès, j'ai décidé de remplacer ce système de comparaison grossière par un second plus difficile. J'ai placé autour du dessin toutes les lettres qui forment le nom de l'objet représenté. J'efface alors la figure en espérant que Victor ne verra dans ce procédé qu'un changement de dessin qui continuera d'être pour lui le signe de l'objet. Allez. Allez. Pourquoi apprendre une nouvelle langue est-ce si difficile pour nous et en l'occurrence impossible pour Victor? C'est que chaque mot constitue un signe bien particulier qu'il est difficile de maîtriser. Par exemple, il est facile de savoir que le dessin du marteau renvoie au marteau réel, parce que le dessin ressemble naturellement et par définition au marteau réel, dont il est le signe. Mais le mot marteau ne ressemble pas lui-même à un marteau. D'ailleurs, marteau se dit hammer en anglais. Il n'y a aucun rapport naturel entre le signe, le mot marteau et l'objet concret servant à planter des clous. C'est cela qui pose problème à Victor. Il n'est pas capable de comprendre un symbole abstrait lorsqu'il n'y a plus de lien naturel. Par conséquent, le langage peut être défini comme un système de signes abstraits, les mots, ayant un sens historiquement déterminé, sens qu'il faut découvrir puis maîtriser. Ces signes sont abstraits parce qu'il n'y a pas de ressemblance naturelle a priori entre les mots et les choses désignées par les mots. Le sens ne coule pas de source parce qu'il y a un rapport conventionnel entre le mot marteau et l'objet marteau. Et ce lien conventionnel n'est compréhensible qu'à travers un effort intellectuel qui ne semble pas à la portée de Victor. Victor demeure incapable d'entrer réellement en communication avec les hommes, car il ne parvient pas à saisir le sens précis des symboles abstraits qui composent chaque langue humaine. Il ne peut exprimer que des sentiments et non de véritables pensées. Comme tous les animaux, il peut malgré tout exprimer sa joie ou sa peine et communiquer d'une façon très sensible et touchante. Mais le langage abstrait est dans le film encore trop étranger à Victor, comme si la nature l'empêchait réellement de s'émanciper intellectuellement des habitudes contractées lorsqu'il vivait seul dans les bois. Victor peut imiter le langage, mais ne semble pas en saisir véritablement le sens. C'est bien, Victor. C'est bien. C'est toi, Victor. Oui, c'est pareil. Victor. Mais c'est toi, Victor. C'est toi, Victor. Tu comprends? Victor, malgré tous ses efforts, paraît encore prisonnier de son conditionnement loin du monde humain. C'est pour cela que, bien naturellement, Victor tentera de nombreuses fois de fuguer pour retrouver son milieu naturel, les forêts et les ruisseaux. Ainsi, l'appel de la forêt paraît bien irrésistible pour Victor, l'enfant sauvage. Victor finit par revenir et le film se termine sur une fin ouverte. On ne sait pas ce qu'il en sera exactement de la suite de Victor. Pourtant, lorsque nous regardons ce qui est arrivé à l'enfant sauvage réel, qui a véritablement vécu, celui-ci est décédé assez jeune sans avoir pu parler. Dès lors, on est comme forcé d'être pessimiste concernant le cas de ces enfants des bois, privés de toute socialisation. Je te laisse découvrir les détails de la vie du Victor réel par toi-même. En conclusion, on peut dire que le film L'Enfant sauvage propose une révision réaliste du mythe de Mowgli dans le livre de la jungle. L'enfant abandonné dans la forêt semble subir un tort irrémédiable puisqu'il est comme bloqué entre deux mondes, le monde animal et le monde humain. Incapable de parler, de s'exprimer précisément et abstraitement, Victor nous montre par là l'importance du langage, quel qu'il soit, pour accéder à une humanité de plein droit. Bravo! Tu peux être fier d'avoir fait l'effort de tenir, car c'est dense, j'en suis conscient. Si on aime, on peut liker, commenter, s'abonner et suivre d'autres vidéos éclairant des concepts philosophiques.